Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Pour commencer, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones si c'est possible et de rester jusqu'à 20 h pour éviter que les gens sortent au fur et à mesure de la conférence. Nous allons pouvoir commencer donc cette conférence débat autour du thème de la pollution atmosphérique et de la santé. Donc, il me semble que cette conférence tombe en parfaite coïncidence avec l'actualité, étant donné le pic de pollution qui a touché Lyon la fin de semaine dernière. La pollution atmosphérique, aujourd'hui, c'est un problème qui est mis en avant, qui a été d'une certaine façon démocratisé. Les citoyens ont pu s'emparer de ce problème et il est donc communément admis aujourd'hui que cette pollution a un impact sur notre santé. Elle peut mener à des problèmes de dérèglement hormonal. Elle peut impacter également tout le système cardiovasculaire, être à l'origine du développement de cancer. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un problème de santé publique. En tant qu'organisateur du débat, nous avons mené une petite enquête auprès d'une centaine de personnes pour avoir leur ressenti quant à la qualité de l'air à Lyon. Donc nous avons fait cette enquête et il est important d'avoir en tête que ça ne concerne qu'un échantillon d'une centaine de personnes. Donc ça ne représente pas l'intégralité de la population lyonnaise, mais ça permet déjà d'avoir une idée du ressenti qu'a la population face à ce problème. Donc nous avons relevé que 46,3% des interrogés considèrent que l'air est de mauvaise qualité et 15% que l'air est de très mauvaise qualité. Donc c'est un bilan qui est mauvais. Et puis ces mêmes personnes ont conscience que la pollution a un impact sur la santé. C'est ce que 43% des interrogés ont répondu. Et enfin, 90% des personnes interrogées sont insatisfaits des mesures prises par la métropole pour lutter contre la pollution atmosphérique. Donc c'est un bilan qui est assez négatif. Et sans doute que ce problème en fait, de prise d'initiative mène tout simplement à la mise en place de nombreuses initiatives citoyennes qui tentent de lutter contre la pollution de l'air. Donc face à tout ça, on a plusieurs questions qui nous viennent en tête. Tout d'abord, quel état des lieux pouvons-nous dresser actuellement de la situation à Lyon? Et puis, quels impacts peut avoir un tel problème de santé publique et bien évidemment, de quelles solutions disposons-nous pour y remédier? Donc nous avons 5 intervenants ce soir qui tenteront de répondre à ces questions et également aux questions que vous leur poserez. Tout d'abord, nous avons Madame Claire Labartette, référente territoriale Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup d'être là. Puis nous avons Monsieur Gérard Françon, qui est président de l'association Air des Lyonnais et des Lyonnaises. Merci également. Monsieur Thomas Coudon, qui est chercheur au Centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Grange-Blanche. Merci. Monsieur Michel Lamure, qui est économiste de la santé, anciennement au LAS, donc au Laboratoire d'analyse des systèmes de santé. Merci également. Et enfin, Madame Nathalie Perrin-Gilbert, mairesse du 1er arrondissement. Merci beaucoup. Alors, notre débat va se dérouler en 2 temps. Le premier temps, chaque intervenant et intervenante se présentera. Et puis, le second temps, où nous étudierons 2 problématiques autour d'une table ronde à laquelle vous pourrez participer. Mais avant de commencer, nous avons Monsieur Jean-Luc Fugy, qui est député du Rhône et qui est également président du Conseil national de l'air, qui a souhaité nous dire quelques mots pour cette conférence. Il n'a pas pu être là, mais il a malgré tout souhaité témoigner. Et donc nous avons cette petite vidéo à vous présenter. Bonjour à toutes et à tous, et puis permettez-moi pour commencer de vous souhaiter une bonne année 2020, notamment et plus particulièrement pour toutes les étudiantes et les étudiants présents dans cet amphithéâtre, parce qu'en tant qu'ancien vice-président d'université en charge de l'insertion professionnelle, je suis particulièrement attentif à votre avenir. Alors écoutez, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc Jean-Luc Fugy, député du Rhône, ma circonscription est celle du sud du département du Rhône. Et par ailleurs, je suis donc président du Conseil national de l'air. Mais nous devons, comme je le disais, donc faire attention de ne pas tomber dans le piège des pics de pollution et faire attention d'orienter notre action contre la pollution de fond, la pollution de tous les jours. Alors pour ça, il y a des plans de protection de l'atmosphère, vous savez, au niveau français, au niveau national, il y a le plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques, qu'on appelle le PREPA.
Et il y a la nécessité, on le voit dans ces plans-là, de penser de manière très transversale entre les questions agricoles, les questions résidentielles, les questions d'industrie et les questions de mobilité. Et c'est l'ensemble qui conduit à la pollution. Alors si on parle plus spécifiquement de ce qui peut se passer dans une agglomération, et notamment dans l'agglomération lyonnaise, nous avons notamment à réfléchir autour de la loi d'orientation des mobilités. Cette loi qui a été adoptée donc, en 2019, qui a été promulguée récemment, donc qui maintenant est inscrite dans le marbre, promulguée par le président de la République il y a un petit mois à peu près, le 24 décembre dernier, et une loi dont j'ai eu la chance, et je dirais même l'honneur sincèrement, d'être rapporteur. Nous avons dans cette loi mis par exemple beaucoup d'actions sur le développement du vélo, un véritable plan vélo. Il n'y en avait pas en France, il est doté maintenant de 50 millions d'euros par an, il n'y avait pas de plan national vélo jusqu'à 2018. On a, de manière recouplée, mis en place des mesures sociales aussi, le forfait mobilité durable, pour favoriser le covoiturage et favoriser les déplacements à vélo. Donc remplacer les indemnités kilométriques vélo par un forfait mobilité qui se trouvera mis en place sous la forme d'un titre mobilité comme le ticket restaurant, le même principe. Nous avons travaillé sur un certain nombre d'actions pour l'air, et donc j'ai renforcé notamment dans la loi les plans d'action pour l'air, comme j'ai souhaité aussi avoir une trajectoire pour aller vers la fin de l'utilisation des énergies fossiles en matière de mobilité. L'objectif, 2040, on arrête les véhicules qui utilisent l'énergie d'origine fossile, c'est-à-dire gaz naturel, essence, diesel. Avec une trajectoire, je n'ai pas mis 2040, on a mis 2040 et une trajectoire progressive pour arriver à 2040. Je n'ai pas le temps de le détailler ici, mais je pourrais le faire avec plaisir à une autre occasion. Il y a vraiment une démarche donc, pour embarquer tout le monde et avec des aides financières, notamment à travers les primes à la conversion. Et puis enfin, il y a les zones à faible émission, dont on a mis tout le cadre législatif dans le cadre de la loi. Ces zones à faible émission, il y a un certain nombre d'agglomérations qui sont en train de travailler dessus, comme l'agglomération lyonnaise. Elles sont obligatoires d'ici le 31 décembre 2020, leur mise en œuvre, pour les agglomérations qui sont touchées par des plans de protection de l'atmosphère. Il y a donc un certain nombre de travaux en cours. Attention, quand on les met en place, il faut associer les citoyens, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer, il faut y aller là aussi de manière progressive et non pas de manière brutale. Il faut embarquer tout le monde. Un mot sur le Conseil national de l'air, que j'ai la chance de présider. C'est un lieu unique, à la fois de débat, de propositions, on rend aussi des avis. Et vous allez me dire sûrement, et vous posez la question, à quoi ça sert? Je vais prendre un exemple concret. Septembre dernier, nous avons voté, après des mois de travail, etc., donc une mesure, un avis, pour faire en sorte qu'à partir de 2020, nous puissions avoir une mesure qui soit plus réaliste de la pollution de l'air, de la mesure réglementaire. Notamment, on va mesurer des particules plus fines que celles que l'on mesure aujourd'hui. Aujourd'hui, on mesure, dans la mesure de tous les jours, ce qu'on appelle les PM10, les particules fines inférieures à 10 micromètres. Là, maintenant, on va rajouter les 2,5 micromètres, donc des particules plus fines. On rendra mieux compte. On va aussi avoir un système de couleurs pour faire en sorte que l'information soit plus digeste. Dans ce Conseil national de l'air, qui réunit à la fois les ministères, qui réunit des experts, qui réunit les organisations non gouvernementales, les associations de défense de l'environnement, il réunit des acteurs tels que les agriculteurs, les industriels, etc. Nous mettons les choses à plat et nous discutons, nous travaillons. Et comme je viens de vous le dire, on prend un certain nombre d'avis. Et l'avis sur les PM2,5 a été repris par Madame la ministre de la Transition écologique et solidaire qui nous a fait confiance. Comme elle s'est engagée, suite à l'accident de Lubrizol, vous pouvez aller voir ça, des auditions en ligne, elle s'est engagée à ce que le Conseil national de l'air, quand nous aurons tiré toutes les conclusions de ce qui s'est passé à Lubrizol, soit associé, le Conseil national de l'air sera associé pour établir de nouvelles mesures pour l'avenir. Voilà, je voulais vous délivrer tous ces messages. Je vous remercie encore une fois d'avoir pensé à moi. Bonne continuation et puis au plaisir de vous rencontrer. J'espère que ces quelques mots auront été utiles à apporter un éclairage un petit peu différent peut-être, ou en tout cas au moins complémentaire de ceux qui ont pu vous être apportés cet après-midi lors de cette conférence. Au revoir. Donc merci beaucoup à Monsieur Fugit et à son équipe également. Maintenant, nous allons pouvoir commencer cette conférence et je vais laisser la parole à Madame Labartette.
Bonjour à tous et merci d'être présents de si nombreux ce soir. Preuve que s'il en est nécessaire, que la qualité de l'air est un sujet d'intérêt pour chacun d'entre nous et une préoccupation grandissante, comme l'a très bien introduit notre correspondante, que je remercie encore de l'accueil pour cette conférence débat. Alors, on le verra tout au long de cette soirée, c'est l'objectif justement de celle-ci. La qualité de l'air est au centre de multiples enjeux. Le premier des enjeux, évidemment, c'est son impact, on l'a évoqué déjà, sur la santé, le bien-être et également sur l'environnement. Le second enjeu, il n'y a pas de classement dans ma présentation, mais le second enjeu que l'on peut relever sur la qualité de l'air est son lien très étroit avec les enjeux de transition énergétique, notamment tout ce qui est question mobilité-transport, qui ont un impact non négligeable sur les émissions de polluants atmosphériques, sur les questions d'urbanisme, de considération du territoire, qui ont également un impact sur l'exposition des populations, et évidemment ce besoin de synergie, de réflexion entre qualité de l'air et changement climatique, climat, air, énergie. Évidemment, l'un des enjeux est également un enjeu réglementaire. On y reviendra au cours de la soirée, mais donc la France est en contentieux avec l'Union européenne parce que certains territoires, dont la métropole de Lyon, ne respectent pas les valeurs fixées par les directives européennes, notamment en dioxyde d'azote en moyenne annuelle, ce qui fait l'objet d'une mise en place de plans de protection de l'atmosphère. Et tous ces enjeux ont un impact évidemment économique. On l'évoquera très certainement beaucoup plus dans le détail avec des personnes pour qui c'est le métier. Mais voilà, les impacts sur la santé, sur l'environnement, les questions de non-respect réglementaire ont un impact non négligeable sur l'économie. Alors ces enjeux ont été identifiés de très longue date et un dispositif de surveillance de la qualité de l'air a vu le jour il y a de nombreuses années et a été cadré par la réglementation, notamment la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie qui date de 1996, qui a, on va dire, consolidé ce qu'on appelle les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Alors, ce sont des observatoires qui ont pour mission de surveiller la qualité de l'air, entre autres, et qui sont répartis au niveau régional. Donc, chaque région française dispose de son observatoire qui est agréé par le ministère de l'Environnement. Alors, quelles sont les missions de ces associations pour qui, au niveau régional, c'est Atmo Auvergne-Rhône-Alpes qui est le représentant? Elles sont au nombre de 5. La première, c'est l'observation. Pour connaître les enjeux, il faut évidemment avoir un bon diagnostic. Et donc, c'est la mission observation-surveillance de la qualité de l'air. La seconde, c'est l'accompagnement. Parce que observer, c'est bien, mais accompagner pour l'amélioration, c'est mieux. La communication, chaque association agréée de surveillance de la qualité de l'air se doit, en toute transparence, de diffuser les données de mesure, d'évaluation, etc. L'anticipation, ce volet concerne à la fois l'anticipation des épisodes de pollution, essayer d'anticiper le plus rapidement possible, le plus en amont possible, ces épisodes de pollution pour mettre en place les actions qui vont permettre de les réduire le plus possible, le plus en amont. Mais c'est également travailler sur les polluants émergents, c'est-à-dire les polluants qui aujourd'hui ne sont pas réglementés, mais sur lesquels on se pose des questions au niveau de leur impact sanitaire et de leur présence au niveau de la qualité de l'air, et sur lesquels on se doit de se pencher d'ores et déjà. Et enfin, la gestion. Donc là, la gestion essentiellement lors des épisodes de pollution, lorsque ceux-ci surviennent alors qu'ils ont été prévenus par ailleurs. Afin de garantir la transparence et l'indépendance des associations, tous les observatoires sont constitués de la même façon. Ils sont constitués par 4 collèges représentés de manière égale. Un collège représenté par l'État, le second collège représenté par les collectivités territoriales, un collège représenté par les acteurs économiques et enfin un dernier collège représenté par les partenaires scientifiques et techniques, associations, etc. Comme je vous le disais, l'ensemble des mesures et évaluations qui sont réalisées sont diffusées, notamment sur notre site internet, qui est une importante source d'informations, mais également sur différentes plateformes qui permettent à la fois de connaître la qualité de l'air
à laquelle on est exposé, mais également d'interagir. Je pense notamment à la plateforme Odo, qui est une plateforme de signalement des nuisances olfactives. Donc, ce n'est pas seulement recevoir une information concernant sa qualité de l'air, mais c'est également signaler, agir à son niveau. Alors, ceci étant dit et exposé, quel est l'état de la qualité de l'air actuellement? Alors ici, vous avez les tendances générales pour les polluants réglementés. Donc, vous le voyez très nettement sur les graphiques. En moyenne, depuis 2007, on enregistre une baisse notable, plus ou moins notable en fonction des polluants d'ailleurs, des concentrations en polluants réglementés dans l'atmosphère. Exception faite d'un polluant qui est l'ozone. Ozone qui n'est pas un polluant qui est émis directement dans l'atmosphère, mais un polluant qui se forme à partir de polluants qu'on appelle des polluants primaires, qui eux sont émis directement, à savoir essentiellement les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles. Alors ici, vous avez les tendances au niveau régional, mais la tendance est similaire au niveau de la métropole de Lyon. L'ensemble de ces informations est disponible sur notre site internet. Cette amélioration est liée à l'ensemble des actions mises en œuvre sur le territoire à différentes échelles, ainsi qu'à l'amélioration des technologies. Je pense notamment à l'amélioration, on y reviendra certainement, mais quand même des carburations des véhicules automobiles, des améliorations au niveau industriel, process industriel, etc. Néanmoins, malgré ces améliorations pour 90% des polluants, exception faite encore une fois de l'ozone, qui, je ne l'ai pas précisé, mais se forme donc à partir de polluants primaires sous l'effet des rayonnements solaires et de la chaleur. Donc on voit le lien ici avec le changement climatique, puisque vous le voyez très bien, depuis 2016, on a une augmentation assez notable de ces concentrations sur le graphique qui est derrière moi. Et vous le savez, vous l'avez ressenti vous-même, ces dernières années, on rencontre quand même des périodes estivales qui sont longues, chaudes, très ensoleillées, avec peu de précipitations, et toutes ces conditions sont favorables à la formation de l'ozone. Alors, tout ceci m'amène à dire qu'il y a une amélioration, elle est enregistrée. Toutefois, il reste vraiment des enjeux au niveau du territoire, que ce soit à l'échelle régionale, métropolitaine également, puisqu'il y a encore des dépassements de valeurs réglementaires et des personnes qui sont exposées à ces dépassements de valeurs réglementaires. Par exemple, pour le dioxyde d'azote, en 2018, 18 400 personnes au niveau régional, mais je pourrais vous donner également le chiffre au niveau métropolitain, ont été exposées à des dépassements de la valeur réglementaire en dioxyde d'azote en moyenne annuelle. Par ailleurs, pour les particules, si presque plus personne n'est exposé à un dépassement de la valeur réglementaire, il reste encore des individus, et notablement d'ailleurs pour les PM2,5, donc les particules les plus fines, exposés à des dépassements des valeurs recommandées par l'OMS, qui pour certains polluants sont les mêmes que pour les valeurs réglementaires, mais qui pour d'autres, et c'est le cas pour les PM2,5, sont bien inférieures aux réglementations actuelles. Et donc l'exposition également aux concentrations d'ozone qui augmentent, évidemment, cela signifie que derrière, les citoyens sont exposés à des augmentations de concentration en ozone. Alors pour continuer cette amélioration et réduire l'exposition des populations à ces dépassements, soit réglementaires, malheureusement pour encore certains polluants, ou les valeurs recommandées par l'Organisation mondiale de la santé, il y a différentes mesures qui existent. Monsieur Fugit, d'ailleurs, en a présenté certaines. Donc des mesures qui visent à réduire rapidement les concentrations trop élevées dans l'atmosphère lors d'un épisode de pollution. Et ça, c'est une partie émergée de l'iceberg qui, comme l'a rappelé à juste titre Monsieur Fugit, n'est pas forcément celui qui a le plus d'impact sur la santé, mais c'est vraiment l'exposition long terme qu'il convient de réduire le plus possible. Et là, ça fait appel à des actions qui sont à mettre en place à différentes échelles. Il a été évoqué notamment le PREPA, qui est un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques au niveau national, mais il y a également de nombreux plans qui sont déclinés jusqu'à l'échelle locale, puisque toutes les échelles sont importantes pour la mise en place de ces actions. Et notamment, on a évoqué tout à l'heure le plan de protection de l'atmosphère, qui lui vise justement au niveau de la métropole de Lyon à respecter les valeurs réglementaires actuelles, notamment en dioxyde d'azote.
Alors tous ces plans d'action se doivent d'être construits de manière concertée et synergique avec l'air, le climat et l'énergie. Ici, vous avez un petit visuel. Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait visible, mais ce qu'on se rend compte, c'est que certaines actions qui sont favorables au niveau énergétique ou climatique le sont moins, voire le sont pas, pour les émissions de polluants atmosphériques, ou en tout cas nécessitent la mise en place d'actions supplémentaires, de sensibilisation, d'accompagnement, afin d'avoir un bénéfice sur les 3 volets et qu'aucun de ces volets ne soit pénalisé par la mise en place de certaines actions. Voilà, c'était le sens du message que je souhaitais faire passer également. Donc, la mise en place de plans à différentes échelles qui sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'air et cette réflexion concertée entre climat, air, énergie, de sorte à ne pas avoir d'antagonisme. Merci beaucoup. Maintenant, nous pouvons laisser la parole à Monsieur Françon pour porter peut-être un regard un peu plus citoyen, on va dire, sur ce problème. Bonsoir, je suis très agréablement surpris parce que je suis venu il y a 2 ans à la même manifestation, conférence organisée par les étudiants en master. Et nous étions une 50aine. Et j'ai compté un peu vite en travers, mais on est au moins 2 fois et demi ce nombre, ce qui montre le fait que maintenant les jeunes, tout le monde est de plus en plus sensible à ces questions autour de la pollution, de la santé, du cadre de vie. Alors je vais vous parler de notre vision de ce sujet en tant qu'habitant, citoyen, et non pas professionnel du sujet, même si dans notre groupe il y a quelques ingénieurs chimistes qui permettent de un peu mieux comprendre ce que c'est que des polluants. Donc là, je représente l'association L'air des Lyonnaises et des Lyonnais, qui s'est créée, dont l'origine remonte à 2012, quand les habitants de la Croix-Rousse, des Quais de Saône et Quais du Rhône se sont inquiétés des travaux de rénovation du tunnel, et en particulier d'un nouveau système de ventilation qui était particulièrement nébuleux et sur lequel le Grand Lyon ne nous disait pas grand-chose, ou ne nous disait pas la vérité. Et on a découvert que l'air vicié, au lieu d'être envoyé vers le haut, était envoyé horizontalement vers des quais qui déjà étaient passablement pollués. Donc les habitants se sont emparés du sujet. On a monté une commission, plusieurs conseils de quartier, parce qu'un seul conseil de quartier, c'est un morceau d'arrondissement, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc on s'est regroupé entre conseils de quartier, d'abord le 4e, le 1er nous a rejoint et le 9e également. Ça correspond aussi aux principaux points noirs de l'agglomération qui perdurent. Et on a décidé de travailler sur le sujet pour comprendre ce qui se passait, comment ça évoluait, mettre les habitants dans la boucle en faisant de la pédagogie, informer de manière la plus factuelle possible, et puis, bien sûr, interpeller les élus et faire des demandes et des propositions. On a fonctionné comme ça pendant à peu près 5 ans. Le fait d'être dans un conseil de quartier fait qu'on a un fil à la patte avec la mairie d'arrondissement et on n'a pas notre liberté d'expression parce que... Oui, dans un certain nombre d'arrondissements, effectivement, dans le 1er, c'est un peu différent. Mais souvent, les rapports qu'on fait, même la pédagogie qu'on fait, sont considérés comme l'expression de la ville. Donc on ne peut pas trop dire de mal, effectivement. Donc on est passé en mode associatif. Et l'association L'air des Lyonnaises et des Lyonnais a vu le jour en novembre 2018, avec à peu près 80 personnes qui venaient tous des conseils de quartier. Il n'y avait pas 80 personnes à chaque réunion, mais bon, ça tournait, mais il y avait un
petit fonds de commerce de 80 personnes qui s'intéressaient très fortement au sujet. Aujourd'hui, on a 32 adhérents. On a commencé par un stand au forum des associations du 4e et du 1er pour rencontrer le maximum de personnes. Et puis, nous avons participé avec beaucoup d'autres associations et bénévoles à la construction du plan climat-air-énergie territorial qui, cette fois, comprenait la composante air, comme l'a dit Claire Labarthe, alors qu'avant, c'était PCET. On s'intéressait à l'énergie et aux gaz à effet de serre. On a notre moyen d'expression principal, c'est le site web qui s'appelle rdlyonnais.fr, rdlyonnais tout à la suite. Depuis le 8 décembre 2018, on a eu 2620 visiteurs parce que j'ai regardé les chiffres ce matin, 21 000 pages consultées, donc il y a du monde qui va dessus, 65 publications. Et puis, donc il y a des publications qui sont d'actualité, on essaie beaucoup de mettre l'actualité, mais également il y a des dossiers de fond sur des sujets récurrents et inquiétants, comme le cas de l'école Michel Servet, le dossier de la navette fluviale qui ne voit toujours pas le jour, et puis également des documents sur l'air intérieur, parce qu'on a beaucoup parlé de l'air extérieur, mais on passe 80% de notre temps à l'intérieur, et nous sommes quelquefois responsables de la mauvaise qualité de notre air intérieur. Donc on a rajouté cette partie-là. Pour pouvoir travailler, on a commencé dès 2013 par faire les constats. Quels étaient les polluants que subissait notre agglomération et nos arrondissements. Et ces constats, on les maintient tous les ans. Et sur le site, tous les ans, au mois de janvier, début janvier, on publie les statistiques qui donnent le détail de la dernière année qui vient de s'écouler et qui montrent surtout les tendances, ce qui baisse, ce qui n'a pas baissé, et les points noirs qui subsistent. Donc, Claire Labarthe a dit l'essentiel là-dessus. Hein. Sur les particules fines, effectivement, maintenant, on est descendu en dessous des seuils où on se fait fouetter par l'Union européenne. Mais par rapport aux chiffres qui sont... aux valeurs qui sont préconisées par l'Organisation mondiale de la santé, il reste quand même du travail à faire. Le point dur, c'est le dioxyde d'azote et les stations de type trafic, celles qui sont en bordure des axes routiers où il y a des gens qui habitent, parce que c'est pas un axe routier dans la Pampa, hein, c'est là où il faut qu'il y ait au moins 2000 habitants au kilomètre carré pour que la station soit homologuée par l'Union européenne. Donc c'est là où il y a des gens qui habitent. Et ces stations de fond montrent des dépassements en permanence, en moyenne annuelle, par rapport aux chiffres de l'Union européenne, qui ne sont pas les plus contraignants. L'ozone, on en a parlé en 2003, on en parle de plus en plus avec les coups de chaud d'été. Hein, et on a observé cet été des périodes de 10 jours plus 7 jours où on était en dépassement partout. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors on s'est intéressé aussi aux solutions qui existaient, aux dispositions législatives. Donc au niveau de l'État, l'essentiel, la Bible, c'est essentiellement la directive européenne de 2008. C'est les valeurs les valeurs maximum qui ont été définies dans cette directive qui ont été reprises par la France sans essayer de faire un peu moins, même si maintenant on parle de valeurs, d'objectifs qualité, c'est un petit peu plus contraignant. La loi LOR, dont a parlé Claire également, et puis la loi Le Grenelle 2 avec tout son appareillage législatif qui va avec, tout ça se complète pour montrer ce que la loi demande. L'État, il y a des structures techniques, donc les ASCA, le réseau ATMO. Il y a également le laboratoire d'études, parce qu'il y a un laboratoire commun avec l'INERIS, le laboratoire national d'essai, l'école des mines de Douai, qui expérimente les nouveaux appareils de mesure et qui crée les procédures qui sont après utilisées par les ASCA, de manière à ce qu'on mesure
partout les mêmes choses et de la même façon, pour avoir une possibilité de comparaison au niveau de l'État. Alors, si on se rapproche de nous, les solutions existantes à la métropole, le PPA, c'est le plan de protection de l'atmosphère qui émane du préfet. En fait, c'est la liste de commissions que le préfet donne aux élus. C'est assez folklore parce que ce n'est pas aligné dans les périodes par rapport aux autres plans. Il y a des plans qui démarrent avant, d'autres qui durent plus longtemps, qui démarrent après. Encore une petite discordance. Le plan de déplacement urbain, c'est un plan essentiel, parce que là-dedans, on retrouve les plans de circulation, les transports en commun, etc. Le plan oxygène, qui est une spécificité lyonnaise, avec la zone à faible émission, le déclassement de l'autoroute A6, A7 en boulevard urbain, et puis un certain nombre de dispositions pour aider à la conversion du chauffage au bois, qui ont bien fonctionné quand c'est sorti il y a 2 ans, et les aides à la rénovation énergétique. Et le plan local d'urbanisme qui est important parce que s'il est bien fait, on évitera que la densification crée des rues canyons, crée des points de chaleur, et doit prévoir des espaces logistiques pour faire le transbordement des gros porteurs vers des petits véhicules pour ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Alors au niveau des habitants, le rôle, parce qu'il y a un rôle très important de chacun, pas seulement de l'État et des collectivités, mais chacun doit prendre sa part, comme les colibris, hein. Donc le rôle informatif et incitatif des associations, des conseils de quartier, pour faire de la pédagogie. C'est un peu ce qu'on fait ce soir, mais ça se fait à un niveau un petit peu moins élaboré sans doute que ce soir où vous êtes déjà très, très avertis. Et puis inciter les gens aux bonnes pratiques en disant on ne va pas vous demander de tout changer tout de suite, mais progressivement, il y a des choses que vous pouvez faire qui ne vous coûteront pas une fortune, qui vont vous faire prendre les bonnes habitudes, et tout ça en cumulé aura un effet. Les campagnes de mesure de microcapteurs, c'est quelque chose qui commence à venir dans les agglomérations, de manière à ce que les habitants... Alors, le premier stade, c'est découvrir, avec un microcapteur qu'on balade sur un sac à dos ou en bandoulière. Mais après, quand ça prend un certain volume, ces microcapteurs collectent des données de manière transparente, on se promène avec, on ne s'en occupe pas, et viennent enrichir la captothèque que Catmo appelle de ses voeux et essaye de développer pour compléter les mesures des grandes stations fixes, qui, elles, coûtent évidemment des prix tout à fait supérieurs. Je suis désolée, Monsieur Françon, je vais devoir vous couper. Si vous pouviez terminer juste en quelques mots pour qu'on puisse ensuite passer la parole. Qui permettent d'avoir un maillage. Voilà, donc dans nos actions, c'est faire entendre nos demandes auprès des collectivités, interpeller les collectivités, les élus, et puis se coordonner entre associations pour que chacun n'invente pas l'eau tiède dans son coin et qu'on se regroupe pour mener des actions communes qui auraient plus de poids. Merci beaucoup. Je suis désolée d'avoir dû vous presser pour la fin. Maintenant, laissons Monsieur Thomas Coudon porter un regard scientifique sur cette problématique. Donc bonjour à tous. Donc je me rejoins aux autres intervenants pour vous féliciter à tous d'être venus. Ça fait plaisir de voir que autant de gens s'intéressent à cette problématique. Donc je suis chercheur au centre Léon Bérard, donc qui est un des 20 centres de lutte contre le cancer français, au sein d'un département qui s'appelle département prévention cancer environnement, donc qui comprend plusieurs axes de recherche, notamment du travail avec les patients, leur faisant faire de l'activité physique avant et après cancer, tout un travail de communication, de prévention, d'information des publics sur les facteurs environnementaux et les liens entre justement environnement et cancer, et donc une petite équipe à laquelle j'appartiens qui travaille sur justement
tous les facteurs de risque, les facteurs environnementaux qui peuvent augmenter le risque de cancer. Donc dans cette unité, on retrouve des épidémiologistes, des géomaticiens, des géographes, et donc moi-même qui suis à l'origine physicien spécialisé dans le côté pollution de l'air. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux facteurs environnementaux dans le cadre d'études sur risque de cancer? Parce qu'il y a un certain nombre d'indices qui nous laissent penser que l'augmentation de l'incidence des cancers qui est observée n'est pas uniquement due à l'amélioration des techniques de dépistage et au vieillissement de la population. Donc il y a des disparités spatiales dans l'incidence de certains types de cancers. Il y a par exemple une augmentation de l'incidence chez des populations migrantes qui arrivent donc dans des pays industrialisés. Il y a certains cancers comme le cancer du sein, le cancer des testicules, qui sont des cancers qui peuvent être hormonodépendants, donc peut-être déclenchés par l'exposition à des perturbateurs endocriniens qui ont augmenté sur les 30 dernières années. Donc tout ça nous conduit à mener des études sur ces variables-là. Il faut garder en tête que 40% des cancers pourraient être évités si on prenait en compte tous ces facteurs environnementaux, mais je reviendrai sur ce chiffre tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on fait pour classifier un polluant, pour savoir s'il est cancérogène? Il faut mener d'abord des études épidémiologiques sur les populations. Donc évidemment, on ne va pas exposer volontairement des gens à la pollution de l'air. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt comparer l'incidence de cancer dans des populations qui sont semblables. Donc il faut par exemple connaître les facteurs de confusion. Donc si je veux travailler sur par exemple le cancer du poumon, il faut que je sache si les sujets que j'étudie fument. Et puis donc plein d'autres facteurs qui peuvent influencer sur ce risque de cancer-là. À la fin, je vais classer mes sujets selon leur exposition et je vais regarder si les plus exposés sont ceux qui ont le plus de cancer du poumon, par exemple. Il faut également mener donc des études expérimentales chez l'animal et avoir une hypothèse biologique qui permette de justifier le lien qu'on pourrait observer entre l'exposition à ce polluant-là et le risque de cancer. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, le CIRC, donc le Centre international de recherche contre le cancer, classifie les agents, les polluants, en différents groupes. Donc le groupe 1 pour les agents cancérogènes certains pour l'homme, ensuite groupe 2A, 2B, jusqu'au groupe 3 et 4, donc les polluants pour lesquels on a du mal à avoir une opinion sur leur potentiel cancérogène. Donc souvent quand vous entendez des débats dans les médias, c'est souvent quand on a des polluants qui passent d'un groupe B, B2 à 2B pardon, à 2A, où justement le niveau de preuve commence à être important, mais ne permet pas une certitude, et donc il y a souvent des débats pour savoir dans quel cas, dans quel groupe on classe. Donc l'état des connaissances, donc le CIRC a classé comme cancérogène certain pour l'homme l'exposition à la pollution atmosphérique en tant que mélange contenant des particules fines, l'exposition aux particules fines elles-mêmes, donc particules fines PM2.5, particules qui ont un diamètre inférieur à 2,5 microns, et également les gaz d'échappement des moteurs diesel. Ce qu'il faut j'ai une diapo qui a sauté. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un lien sans seuil entre l'exposition aux particules fines et le risque de cancer du poumon. Pour chaque palier d'exposition de 10 microgrammes aux particules fines, on a une augmentation de 8% du risque de décès par cancer du poumon. Et justement, on a vu dans les slides précédentes qu'on était largement en dessous des seuils de l'OMS pour ce qui est de l'exposition aux particules fines. Il y a également des indices qui laissent à penser qu'il y aurait un risque accru de cancer de la vessie, mais là on est sur un degré de certitude qui est moindre. Et donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que le risque relatif lié à la pollution de l'air est largement inférieur à d'autres facteurs de risque, comme le tabac et l'alcool, mais c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, qui est subi et qui touche tout le monde. Et donc on sait également que plus l'impact se fait sur un long terme, plus les conséquences seront importantes. Donc c'est pour ça que même si le risque relatif peut être considéré comme faible, c'est intéressant de travailler là-dessus. Donc évidemment, dans l'air, on retrouve un grand nombre d'autres polluants qui ont été classés comme cancérogènes, des métaux, voilà. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert. Souvent, c'est des polluants qu'on retrouve dans des contextes très spécifiques, comme l'amiante, les dioxines. L'air peut être un vecteur de transport de ces particules-là et de ces polluants-là qui ont été liés à une augmentation de risque de cancer dans divers sites. Donc si vous voulez avoir les informations là-dessus, vous pouvez aller sur le site du CIRC qui a tous les détails, espèce chimique par espèce chimique et type de cancer par type de cancer. Pour mettre un petit peu en perspective ce que je disais, le risque relatif lié au tabac, il est de 10, c'est-à-dire qu'une personne qui fume aura 10 fois plus de risque d'avoir un cancer du poumon. Comparativement, pour la pollution de l'air, c'est seulement 10% de risque en plus,
donc ça paraît beaucoup plus faible. Si on regarde la répartition, la proportion des cancers du poumon, ça serait environ entre 5 et 10% des cancers du poumon qui seraient dus à la pollution de l'air. Donc ça permet de mettre un petit peu plus en perspective et ne pas être trop inquiété par rapport à ça. Donc si on regarde un petit peu sur les chiffres français de cancer, par rapport aux à peu près 140 000 cancers en France qui pourraient être évités, et donc ces fameux 40% qui sont dus à notre environnement, les principaux facteurs, c'est le tabac largement, l'alcool, l'alimentation déséquilibrée, le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique, l'exposition au rayonnement UV, et vient après la pollution de l'air. Donc on va partir sur un cas peut-être un peu plus concret pour illustrer ça. Il y a une équipe de chercheurs grenobloise qui a publié un papier en 2016 à Lyon. Donc là, ici, vous avez un visuel qui est issu d'une modélisation avec un modèle de dispersion atmosphérique qui est développé par l'École centrale de Lyon. Et ils ont pu, du coup, avec ces nouveaux modèles, arriver à quantifier de manière assez fine l'impact de la pollution de l'air. Donc notamment, par exemple, dû à la pollution au PM2.5, 6% des décès non attribuables étaient dus à cette pollution. Un cas sur 4 de faible poids de naissance. Et donc ça, c'est les chiffres pour Grenoble, à peu près 7% des cas incidents de cancer du poumon. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que grâce à l'implémentation de modèles un peu plus complexes, on arrive à chiffrer un peu plus précisément le pourcentage de cancer attribuable à cette pollution de l'air. Il y a une chose aussi qu'il faut garder en tête, dont on ne parle peut-être pas assez, c'est les injustices socio-environnementales. C'est-à-dire que, par exemple, sur les communes de Lyon et de Grenoble, les gens les plus exposés à la pollution de l'air, c'est plutôt des gens des classes moyennes et faibles, les gens les plus défavorisés. Donc il y a quand même des décalages. Ce n'est pas aussi flagrant que dans certains pays comme aux États-Unis, où par exemple, très clairement, les gens les plus fragiles sont les plus exposés. En Europe, ça dépend plus de la géographie de la ville, mais de manière générale, les personnes les plus aisées sont souvent les moins impactées par la pollution de l'air. Donc, j'aurais pu vous parler encore longtemps de tous les projets qu'on a en cours, donc n'hésitez pas à me poser des questions après. Il y a beaucoup de challenges à relever dans la recherche sur cette thématique-là, notamment le fait qu'on est exposé en permanence à plusieurs polluants en même temps. Donc ça pose des problématiques parce que ce n'est pas forcément les mêmes unités. Il y a des polluants qu'on connaît mieux que d'autres. Les tendances ne sont pas les mêmes, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Il y a des concentrations qui ont fortement baissé, d'autres qui ont augmenté. Il peut y avoir des effets cocktails, donc des polluants qui, entre guillemets, se stimulent. Il faut être capable de prendre en compte les expositions par plusieurs voies, donc atmosphériques, alimentaires. Et il y a vraiment une question qui se pose quant à la quantification des expositions. Est-ce que ce qui compte finalement, c'est l'exposition cumulée sur l'ensemble d'une vie? C'est le concept qu'on appelle le concept de l'exposome, qui a été développé il y a une dizaine d'années, où finalement le cancer serait la résultante de toutes les expositions qu'on a eues au cours d'une vie. Est-ce que ce qui compte, c'est la trajectoire d'exposition? C'est-à-dire qu'à exposition semblable sur l'ensemble de la vie, est-ce que ce qui compte, c'est d'avoir été exposé très fortement pendant un temps court, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir été exposé, on va dire, de manière moyenne sur toute sa vie? Et enfin, il y a vraiment la question des fenêtres de sensibilité. Par exemple, pour ce qui est du cancer du sein, chez la femme, on sait que les expositions pendant l'adolescence, pendant la ménopause, pendant la grossesse, sont des périodes où le risque peut être plus fort. J'ai en tête un article qui a été publié, je crois, il y a 2 ans, où l'exposition aux particules fines 2 mois avant la grossesse et 2 mois après augmentait significativement le risque d'avoir un faible poids de naissance. Donc on voit là qu'on est quand même sur des fenêtres d'exposition qui sont très courtes. Donc là, c'est des choses qu'il faut creuser pour avoir plus de certitude là-dessus. Je vais m'arrêter là. Juste, si vous avez un intérêt là-dessus, je vous encourage à aller voir le portail cancerenvironnement.fr, qui est donc financé par la région et porté par notre équipe. Et l'objectif de ce portail, c'est d'amener des connaissances scientifiques au grand public. Donc vous avez sur ce site une fiche par polluant qui vous donne en fait les résultats des recherches actuelles sur le lien entre ces polluants-là et le risque de cancer, mais également une fiche par cancer pour vous dire quels sont les facteurs environnementaux qui augmentent le risque de ces cancers-là. Donc si vous voulez avoir un petit peu des informations basées sur des preuves scientifiques, synthétisées par des chercheurs, je vous encourage à aller voir ce site. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir maintenant laisser la parole à Monsieur Michel Lamure, qui portera un regard plus économique sur la problématique. Voilà.
Bien, ben bonjour à tout le monde et je m'associe à mes prédécesseurs pour remercier les organisateurs de cette table ronde et vous remercier de votre présence. Alors, moi j'ai toujours le rôle un peu ingrat de parler de sous et de comment on calcule tout ça. Alors, très brièvement, avec mes collègues, on s'est plongé dans l'environnement depuis assez longtemps, puisque on a démarré une équipe de recherche associée au CNRS en 1975, qui s'intitulait Économie et économétrie de l'environnement. En 1981, un de mes collègues a repris le groupement d'intérêt scientifique santé, qui réunissait Lyon 1, Lyon 3, les Hospices civils de Lyon et le Centre Léon Bérard. On est passé à URA en 1990 et puis à UMR en 1996. Alors en fait, nous, on est plutôt des matheux que des économistes, pour vous avouer les choses. Et on est plutôt intéressé aux méthodologies de calcul, de mesure, etc. Alors, quelque chose qui pourra intéresser, on a eu l'occasion de participer à un programme interdisciplinaire de recherche piloté par le CNRS, qui s'appelle le projet Mousson, puisqu'il s'agissait de travailler sur les problèmes de pollution de l'air au Burkina Faso, et l'objectif étant d'essayer de mettre en place un système d'alerte. Alors, en soi, le travail, il a été ce qu'il a été. Ce qui est surtout très intéressant, c'est les conclusions qu'on peut en tirer et les exemples que ça peut donner de se lancer dans ce genre d'opération. Alors, les coûts maintenant. Si j'en crois le rapport boiteux, qui date un petit peu, mais qui est assez intéressant, le coût pour la société de l'exposition au PM10 est de 16 milliards d'euros et le coût pour la société de l'exposition au PM2,5 est de 21 milliards d'euros. Donc ce n'est pas une petite somme. Ça pose le problème, donc, des impacts socio-économiques de la pollution de l'air. Alors, aussi bien air extérieur que air intérieur, ça a été souligné précédemment, on a trop tendance à parler toujours de l'air extérieur et d'oublier l'air intérieur, qui est souvent largement aussi, sinon plus pollué que l'air extérieur, si on n'a pas des bonnes pratiques d'aération chez soi. Alors, ça a été déjà dit, hein, les conséquences de la pollution de l'air sont multiples, elles sont médicales, elles sont écologiques, elles sont économiques, c'est ce qui va un peu m'intéresser, et elles sont sociales, ce qui va aussi m'intéresser, donc j'ai mis quelques mots-clés, sachant que quand on va parler de coûts, on va parler de coûts pour la société, pour nous tous, en tant que Français réunis dans l'espace national. Et on va essayer d'évaluer ces coûts. Alors, quand on parle de coûts, on a en règle générale une distinction en trois types de coûts. Les coûts directs, donc, qui sont dus directement, comme leur nom l'indique, à l'événement. Les coûts indirects, qui sont des coûts qui sont calculés à partir de conséquences de l'événement. Et puis, il y a les fameux coûts intangibles qu'on appelle coûts sociaux, qu'on pourrait appeler coûts sociaux dans le cas présent. Par exemple, les coûts en termes de qualité de vie, en termes de choses comme ça. Alors, cette mesure des impacts socio-économiques, elle n'est pas compliquée sur un point, elle est extrêmement compliquée sur un autre point. Qu'est-ce que nous dit la science économique à ce sujet-là? Alors, ce que j'appelle, ce qui relève naturellement du monétaire, c'est-à-dire vous pouvez mettre des euros en face, des livres, tout ce que vous voudrez. Bon, là, on a les techniques usuelles de mesure des coûts. Ça peut être compliqué, mais je dirais c'est bien calibré, les méthodos sont bien bordés. En matière de pollution, on va plutôt mesurer les coûts externes, c'est-à-dire la mesure de la valeur monétaire des ressources qui sont dissipées du fait de la pollution. C'est-à-dire ces ressources qu'on ne pourrait pas mettre ailleurs. Donc les 16 milliards d'euros et les 21 milliards d'euros, ils auraient pu être utiles ailleurs, hein, je pense. Bon. Et puis il y a ce qui ne relève pas naturellement du monétaire, et c'est là que les ennuis commencent. Grosso modo, la science économique a deux approches. Elle a l'approche dite du capital humain et l'approche dite de la propension à payer.
Alors je suis très sceptique sur ces deux approches en tant que matheux, je vous le dis tout de suite. L'approche du capital humain, ça consiste à calculer la valeur de la vie humaine par le montant du flux de salaire actualisé entre la date du décès et l'espérance de vie. Alors c'est un calcul qui met à peu près tous les individus qui ont le même salaire au même niveau. Et puis, bon, c'est une façon d'attribuer une valeur à la vie humaine qui est assez utilitariste. Alors c'est pas très étonnant parce que ça nous vient de nos amis anglo-saxons. Cette façon de faire qui, eux, sont des utilitaristes. Et puis il y a l'approche propension à payer qui essaye de détourner cet aspect un peu monolithique où tous les gens sont mis dans le même panier, à salaire donné, on va dire. Et c'est la propension à payer. Alors la propension à payer, ça nous vient aussi de nos amis anglais, c'est le willingness to pay chez eux. Là, la valeur de la vie est donnée par le coût des mesures qu'un individu est prêt à consentir et à mettre en œuvre pour diminuer sa probabilité de décès. Alors la difficulté, elle est d'un autre ordre, parce qu'on doit faire dire une préférence à un individu. On doit lui faire dire cette... Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut éviter tous les biais de méthode. Il y en a un certain nombre dans d'autres domaines, par exemple le domaine de la qualité de vie. Ce qu'il faut surtout, c'est que ce qui ressort, ça ne soit pas ce qu'a envie d'entendre celui qui pose le questionnaire, qui a fabriqué le questionnaire, mais réellement ce que pense l'individu. Alors il y a un certain nombre de techniques, d'ailleurs dans le rapport boiteux, c'est cette technique de la propension à payer, si je me souviens bien, qui a été utilisée pour évaluer ces coûts. Alors vous voyez, c'est quelque chose de... On navigue un peu à vue, hein. Tout ce qu'on sait faire au niveau monétaire, ça va bien. Tout ce qui n'est pas du monétaire, alors soit on prend le mode de vie anglo-saxon, c'est-à-dire qu'on fait de l'utilitarisme, on met une valeur monétaire. Soit on essaye de rester dans du qualitatif. Alors là, vous avez tous les problèmes d'échelle de qualité de vie, d'échelle de bien-être, qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients, qui sont toutes qui construisent des scores de façon plus ou moins évidente ou plus ou moins tarabiscotée. Mais on peut échapper à cette volonté de tout monétariser. Ce qui fait qu'après, quand on va faire l'évaluation de mesures d'impact, parce que finalement c'est ça qui est intéressant, il y a des phénomènes de pollution. Que vont faire les politiques, les pouvoirs publics, les décideurs? Ils vont mettre en place des mesures pour lutter là contre. Or, une mesure, ça s'évalue, pour savoir si ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas le coup. Alors, quand on parle de mesure, on a immédiatement 4 concepts. Mesure de lutte, hein, stratégie, action. Hein. On a immédiatement 4 concepts qui arrivent. Le concept de coût, au sens classique, c'est-à-dire je mets de l'argent en face. Le concept de bénéfice, là aussi... Alors, bénéfice à l'en française, hein. Pas le bénéfice anglo-saxon qui, lui, recoupe tout un tas de trucs. À la française, là aussi, c'est de l'argent. Qu'est-ce que je gagne en faisant telle mesure? Des coûts évités, des choses comme ça. Puis, il y a la notion d'efficacité. Là, c'est quand on a un critère qui mesure l'efficacité de l'action qui est mise en jeu. Par exemple, la diminution de prévalence d'apparition de telle maladie. Et puis, il y a des critères d'utilité qui sont plus complexes, parce que la notion d'utilité en elle-même est complexe, et qui sont des critères qui essayent de mesurer l'intérêt que peut avoir pour l'individu, mesurer la satisfaction d'un individu ou de la société par rapport à cette mesure. Alors, je ne vais pas vous faire la liste. Vous avez en face à peu près tout ce qu'on sait faire. Les techniques dites d'évaluation, qui sont du coût efficacité, du coût bénéfice, du coût utilité, sachant que dans chaque rubrique, il y a des petites subtilités. Hein. Les méthodes multicritères, alors, qui, elles, essayent de garder un peu la multidimensionnalité du problème le plus longtemps possible, avec les problèmes d'agrégation de critères, et puis un certain nombre de méthodes que j'ai listées, peu importe, c'est de la technique. Et puis surtout, maintenant, on voit apparaître des techniques de modélisation et de simulation, et sur lequel je travaille en ce moment, parce que ça me semble très intéressant, parce que tout ce qui a été dit avant,
nous met en face d'une notion qui s'appelle la notion de système complexe. Vous l'avez très bien dit, tout est interrelié, il ne faut pas oublier un élément, il faut bien analyser les interrelations, et donc on ne peut pas découper le problème en sous-problèmes dans la démarche cartésienne habituelle. Parce que résoudre des bouts de problème, ce n'est pas forcément résoudre le problème en entier. Donc là, on a maintenant, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau pratique, alors au niveau informatique, hein, capable de faire tourner des simulations, on a des moyens de simuler des scénarios de lutte contre la pollution de l'air, mais ça pourrait être contre autre chose, hein, et de voir comment ces scénarios rendent compte d'un certain nombre de choses en termes de coûts, en termes d'efficacité, en termes d'utilité pour les individus. Donc voilà un petit peu, je ne vais pas rentrer dans la technique parce que sinon je vais vous faire fuir. Donc voilà un petit peu ce qu'on sait faire à l'heure actuelle en matière d'économie au sens large, hein, je dirais. C'est économie, aide à la décision, autour de ces questions de santé et pollution. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lamure. Et donc le mot de la fin, un mot politique pour Madame Perrin-Gilbert. Oui, alors j'ai pas de... Je vais peut-être prendre celui-là, je me pencherai moins. J'ai pas de slide, donc ça sera plus simple, on n'a pas besoin de changer de place. Donc à mon tour, je vous remercie d'être présents nombreuses, nombreux, et puis merci aux organisateurs et organisatrices de cette soirée. Alors j'ai été invitée parce que sans doute il fallait un ou une politique dans la salle, et puis aussi parce que je suis maire du 1er arrondissement. Le 1er arrondissement, donc, qui est au centre de la ville et de la métropole de Lyon, qui est un des plus denses d'Europe, notamment, enfin, surtout les pentes de la Croix-Rousse. Hein, en moyenne, sur l'arrondissement, on a 20 000 habitants au kilomètre carré. Et sur les pentes de la Croix-Rousse, c'est plus dense. Donc, une population qui peut être soumise à des moments de pollution. Et puis aussi parce que, si j'osais, je dirais que j'ai un petit bout de problème sur mon arrondissement, même s'il ne faut pas découper les problèmes. En tout cas, j'en ai un, qui est l'école Michel Servet, qui est une école, qui est un groupe scolaire avec une école maternelle, une école élémentaire, et qui est un groupe scolaire très exposé à la pollution atmosphérique. Et si on parle beaucoup de l'école Michel Servet, c'est pas grâce aux politiques, c'est pas grâce à moi non plus, c'est beaucoup grâce aux parents d'élèves. J'en vois certains représentantes ici, donc je les remercie. Et je voulais remercier aussi Gérard Françon pour son intervention. Je veux dire aussi le rôle et l'importance de la parole des habitants et des habitantes et des citoyens. Et c'est ça aussi qui fait bouger et qui oblige à faire bouger les politiques et peut-être aussi un certain nombre de services. Donc là, on est juste sur un petit temps de présentation. On aura un moment de problématique tout à l'heure. Donc, je vais essayer de répondre à la question qui m'était posée. C'était comment, en tant qu'élue, je me trouve confrontée à la pollution. Alors, j'aime bien me qualifier d'abord comme une élue citoyenne, c'est-à-dire que je ne suis pas une femme politique, je suis d'abord une femme, une habitante qui a choisi de s'engager en politique. Et donc, quand je suis confrontée à la pollution, c'est d'abord en tant que femme habitante de la ville et de l'agglomération. Et j'y suis confrontée moi-même. Je suis aussi une mère de famille, mes enfants y sont confrontés. Et comme tout un chacun, comme tout parent, j'ai eu droit aux bronchiolites, aux asthmes, enfin voilà, et à ce que, hélas, de plus en plus de parents connaissent pour leurs enfants. Après, j'ai évidemment une autre entrée, c'est qu'il se trouve que depuis 2001, je suis donc maire, et cette fois MAIRE, du 1er arrondissement. Et j'estime que quand on est élu, quelle que soit l'échelle où on est élu, quelles que soient les prérogatives que l'on peut avoir, on est responsable. À partir du moment où on a décidé de se présenter devant les électeurs et les électrices, à partir du moment où on prétend se mêler de la vie de la cité, on a forcément une responsabilité. Donc, un maire d'arrondissement, et ce n'est pas contradictoire avec ce que je viens de dire, n'a pas de pouvoir de police. Ça, c'est la loi PLM qui le veut, Paris, Lyon, Marseille, donc les villes qui ont des arrondissements. Je n'ai pas non plus de prérogatives en matière de salubrité, de santé publique. Je ne peux pas prendre des arrêtés.
Seul le maire de Lyon ou le maire de Paris, la maire de Paris ou de Marseille, par exemple, peut le faire. Ça fait partie des obstacles que je peux connaître dans l'exercice de mes fonctions et donc de ma responsabilité. Donc, ma première manière d'exercer ma responsabilité, ça va être de trouver une traduction politique à l'inquiétude, souvent justifiée et légitime, des habitants et des habitantes. La traduire politiquement et la porter politiquement. Parfois, j'ai l'impression, à mon niveau, d'être une lanceuse d'alerte au sein de la ville ou de la métropole, mais en tout cas de relayer et de mettre en forme politiquement cette inquiétude-là, ces préoccupations-là, ces réalités-là. Plus que d'inquiétude, on peut parler aussi de réalité. Ma confrontation à la pollution, avant de parler de pollution atmosphérique, je l'ai connue à peu près dans les années, c'était en 2005, voilà, c'est assez précis. Et là, c'était autour de la question des antennes relais de téléphonie mobile qui se développaient et qui se développent toujours allègrement sur les toits, soit des propriétés privées, soit des bâtiments publics. Avec, là aussi, toujours cette idée que ne vous inquiétez pas, dormez tranquille. Il y a le fameux effet parapluie qui vous protège. Ça veut dire que si vous avez une antenne sur vous, ça craint peut-être sur les côtés, mais pas si vous êtes juste en dessous. Voilà ce qu'on nous disait. Sauf que moi, ça ne marche pas. C'est pour ça que je vous parlais de la densité tout à l'heure. J'ai un arrondissement particulièrement dense. En plus, avec la topographie, on est toujours sous le parapluie de quelqu'un. Enfin bon, voilà. Donc, en fait, je m'inquiétais de ces questions-là et surtout du laisser-aller dans la manière de délivrer les autorisations de travaux de la part là en l'occurrence de l'adjoint à l'urbanisme de l'époque. Et il faut savoir que je mettais des avis défavorables, mais ce ne sont des avis défavorables que consultatifs. Et donc, le principe de précaution, il faut voir qu'il ne s'applique pas vraiment et qu'il y a cette idée surtout qu'il ne faut pas inquiéter, qu'il ne faut pas alerter les citoyens et que être responsable, c'est ne pas inquiéter. Donc, il faut faire confiance. Voilà. Bon, ceci dit, on a perdu certaines choses, on a gagné certaines choses. Certaines antennes relais ont été démontées, voilà, sur des bâtiments que l'on jugeait critiques. Et puis, il y a une charte qui a été mise en place, mais c'est loin d'être satisfaisant encore aujourd'hui. Et puis, on le voit en plus encore avec le développement de nouvelles technologies qui va encore poser d'autres questions. Récemment, il y a eu la question des compteurs Linky et autres, Gaspard pour le gaz, etc. Et là, ce qui m'intéressait notamment, c'était le droit d'information du citoyen, de la citoyenne, de l'habitant, de l'habitante, et de son droit de dire non aussi. Donc, à un moment donné, comment l'habitant, l'habitante est vraiment informé de ses droits, de qu'est-ce qu'il peut refuser, voilà. Et là aussi, je vois bien qu'il y a une opacité et une difficulté ou une volonté de non informer l'habitant sur ses droits, et notamment son droit fondamental de dire non à un moment donné. Donc là aussi, on a fait avancer certaines choses, certainement pas suffisamment à l'échelle de la métropole. Voilà. Et puis, bon, il y a une pollution dont on parle peut-être pas suffisamment, mais je suis très confrontée sur mon arrondissement, c'est la question du bruit. Et j'ai beaucoup de témoignages, alors que ce soit d'habitants, mais que ce soit aussi du corps médical ou de chercheurs, sur la nocivité de l'exposition au bruit. Sur la santé. Et ça, je trouve que c'est un problème qui est peu pris en compte par les autorités publiques. Et puis, bien sûr, et j'y viens, la question de la pollution atmosphérique. Donc, j'ai été confrontée à cette question par l'école Michel Servet, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et à un moment particulier qui est 2012-2013, et en fait le mandat précédent, où la préfecture a demandé à la métropole de mettre en conformité le tunnel de la Croix-Rousse, parce qu'il y a une réglementation sur les tunnels, depuis un certain nombre d'accidents sous les tunnels, et le tunnel de la Croix-Rousse n'était pas conforme par rapport aux nouvelles règles de sécurisation. Et donc, la métropole s'est trouvée contrainte de sécuriser le tunnel. S'est posé du coup plein de questions sur les aménagements de ce tunnel, de ce qu'il fallait faire. Et plusieurs scénarios ont été présentés et un scénario a été choisi qui était de dire, eh bien, on va faire un tunnel routier et puis un tunnel mode doux. Et le tunnel mode doux servira, en cas d'accident grave, d'évacuation, enfin voilà. Donc d'abord, le tunnel mode doux a été vu comme un moyen de sécuriser le tunnel routier.
Et c'est vrai que là, il y a commencé à avoir des mobilisations avec des parents d'élèves, puisque l'école Michel Servet est vraiment à la sortie du tunnel. Alors sur le 4e, il y a l'école des entrepôts aussi, hein, qui est concernée également. Donc c'est pour ça qu'on a des liens entre nos arrondissements autour du tunnel. Et donc on a commencé à poser des questions sur faut-il vraiment laisser un tunnel routier ? Comment limiter la place de la voiture dans ce tunnel de la Croix-Rousse? La question des émissions, des particules. Nous-mêmes élus, on a eu beaucoup de mal à avoir, je parlais du droit d'information des citoyens, des habitants, il faut savoir que les élus ont beaucoup de mal aussi à ce que le droit à leur information soit respecté. Ça, c'est un combat du quotidien que je mène en tant que maire d'arrondissement et que mes collègues mènent de la même façon. On peut aussi se trouver confronté à des experts qui peuvent éventuellement avoir des intérêts aussi dans l'affaire. Ça existe aussi. Et qui peuvent rendre compliqué aussi un discours que éventuellement des élus, parce qu'en fait on est aussi des citoyens, on n'est pas des spécialistes, ne comprendraient pas. Ou alors on peut aussi nous rassurer. Voilà. En tout cas, le choix qui a été fait, donc par exemple, jamais on nous a expliqué très clairement l'évacuation horizontale plutôt que verticale. Enfin, voilà. Surtout, ce qui nous a été dit aussi, c'était, par exemple, le fait d'offrir une proposition pour les modes doux. Quelque part, ça va dissuader les gens d'utiliser toujours autant la voiture. Vous verrez, ils utiliseront parce que le bâton, ça ne marche pas, il faut la carotte. Et donc là, on va mettre une carotte, je parle exprès, hein, la hache, qui permettra à ceux qui veulent faire un autre choix de laisser leur voiture et de prendre plutôt un autre moyen de transport. Eh bien, en 2013, c'est-à-dire avant les travaux et avant la fermeture, il y avait 45 000 voitures jour qui passaient sous le tunnel. Aujourd'hui, on est de 48 000 à 50 000 véhicules jour. Donc, ça veut dire qu'on a beau mettre un tunnel mode doux à côté, ça n'a pas restreint l'usage de la voiture. Au contraire, on a plus de voitures aujourd'hui qui passent sous le tunnel. Je viendrai sur les propositions tout à l'heure. Donc, manque d'études réelles. Sur les filtres, on a posé la question du filtrage des particules. On nous a expliqué que ça ne marchait pas. Alors ça, pourtant, il me semble qu'il y a plein de tunnels dans le monde où il y a des équipements en filtre. Après, sur les particules fines et très fines, je ne sais pas à quel point, en effet, il y aurait moyen de filtrer efficacement. Mais ça a été abandonné d'office. Et je dois dire qu'il y a des choix esthétiques, et c'est pour ça et de communication qui ont été faits à la place, et c'est pour ça que je parle souvent de greenwashing pour qualifier la politique de la métropole. On a fait un tunnel mode doux, on y a mis des belles fresques, on y a fait des inaugurations somptueuses. Donc l'argent qu'on aurait pu mettre dans les filtres, je schématise aussi, on a préféré le mettre dans de la communication autour des modes doux. Voilà. Donc, et alors par rapport, et je termine là-dessus, pardon, excusez-moi, par rapport à l'école Michel Servet, à quoi on est confronté? À un double déni. D'abord, un déni de la situation. Parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on dit, qu'on sait que l'école est exposée. L'école est toujours là. On a fermé une cour, la cour la plus exposée, mais rien n'a changé durant ce mandat. Même, on y fait venir des centres aérés. Alors moi, je mets un avis défavorable. Hein. Le centre aéré du quartier, du centre social, se déroule dans les locaux de l'école. Je trouve ça juste aberrant, mais on continue. Et puis, il y a un déni de responsabilité. C'est-à-dire que je suis intervenue à moult reprises en conseil municipal. J'ai écrit au maire, y compris quand il a changé, puis quand il est revenu. J'ai écrit au président de la métropole, l'ancien et le nouveau. J'ai écrit à tous les préfets. On a eu 4 préfets différents pendant 6 ans. Donc, chaque fois, j'écris au préfet. Et au final, tout le monde se renvoie la balle. Et personne ne veut prendre vraiment sa part et oser dire on va se mettre autour de la table et essayer de régler ce problème-là. Parce que dire on va essayer de régler ce problème-là, je crois que ça veut dire avouer qu'il y a un problème. Et ça, on est toujours confronté à ce déni. J'arrête là, on reviendra sur le sujet après. Merci beaucoup. Donc on a pris un petit peu de retard par rapport à ce qui était prévu initialement. Donc on va essayer de répondre assez rapidement aux 2 problématiques. Alors, non. Pour la première problématique,
Donc, je pense que ce serait bien qu'on essaye d'y répondre en une dizaine de minutes pour chaque problématique. Comme ça, après, on peut laisser la parole au public. Donc, l'Institut national de veille sanitaire a estimé que la pollution atmosphérique générait en France des dépenses de santé estimées à 32 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme. Et ces coûts de répartition, finalement, est-ce qu'ils ne pourraient pas être évités? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévenir que guérir? Donc voilà, peut-être pouvons-nous laisser la parole d'abord à Michel Lamure qui apportera un regard politique économique assez rapidement, et puis ensuite, voilà, je vous laisserai chacun prendre la parole. Merci. Eh bien, écoutez, vous soulevez... Alors, il y a quelque chose qui me... Vous parlez de 32 milliards d'euros de dépenses par an en France, et après vous parlez de coûts, mais coûts et dépenses, c'est pas la même chose. Alors les coûts, c'est pour qui, là? C'est pour l'État. Voilà, donc c'est le coût pour la société. Alors est-ce qu'il pourrait être évité? J'en sais rien, parce que je ne suis pas ni spécialiste médical, ni spécialiste ni chimiste, ni quoi que ce soit. J'imagine que oui, hein. Mais en les évitant, on ne les évitera pas totalement parce qu'on générera des coûts pour les éviter, justement. Donc il y a un calcul à faire. Et puis la deuxième question, n'est-il pas plus intéressant de prévenir que de guérir? Là, ça pose la question de la prévention. Et la question de la prévention demande à ce qu'on ait une vue à relativement long terme, puisque c'est le temps qui va jouer. Et donc, il y a tous les phénomènes d'actualisation, etc., qu'il faut prendre en compte. Et encore faut-il trouver des politiques de prévention. J'imagine que ça doit exister. Peut-être M. Coudon pourrait en parler. Alors, je suis assez à l'aise pour intervenir là-dessus parce que justement, il y a une autre étude en fait, qui a été publiée en 2016, réalisée par Santé publique France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, le gouvernement a un petit peu communiqué sur le fait qu'un Français mourrait toutes les 10 minutes dû à la pollution de l'air. En fait, si on fait le calcul inverse, ça fait à peu près 50 000 décès prématurés par an, et c'est le chiffre qui avait été trouvé par cette étude de Santé publique France publiée en 2016. Et donc, ce qu'ils ont réalisé, c'est d'abord chiffrer le nombre de décès évitables, c'est-à-dire toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que si on supprimait totalement la pollution de l'air d'un coup, quel serait le nombre de décès évités sur l'année? Et ils ont testé plusieurs scénarios, on va dire, de baisse de la pollution de l'air. Par exemple, si on se mettait à respecter d'un seul coup toutes les normes OMS, ça permettrait de réduire d'environ 25 000 le nombre de décès prématurés par an. Il y avait un choix qui était encore plus intéressant, c'était un scénario qu'ils avaient appelé le scénario des communes équivalentes. Donc, c'est-à-dire que pour toutes les communes de taille équivalente, on va prendre la commune où le niveau de pollution est le plus faible, et on donne l'objectif à ces communes d'être au niveau de pollution de la commune de taille équivalente, la plus faiblement polluée. Et c'était le scénario le plus avantageux, où là, on arrivait jusqu'à, je crois, 35 ou 34 000 décès évités par an. Alors, ça, c'est pour le côté sanitaire. Après, je suis pas forcément... Ça va réussir à baisser, finalement, ces émissions-là. On voit que c'est possible, par exemple, dans ce scénario-là, parce que c'est des concentrations qui sont mesurées dans des villes de taille équivalente, mais il y a des questions... donc, c'est très complexe, parce qu'il y a des questions météorologiques, il y a des questions géographiques, donc même pour des communes de taille équivalente, c'est pas forcément les mêmes efforts pour atteindre ces niveaux de qualité de l'air. Et ensuite, ça demande forcément de faire des concessions et des choix pour ce qui est typiquement en milieu urbain, réduire les émissions du trafic, ça veut dire réduire le nombre de véhicules. Voilà. Donc là, par contre, je suis moins à l'aise pour en parler. Merci. Est-ce que un intervenant souhaiterait rajouter quelque chose? Monsieur Françon? J'irai vite cette fois. Bien évidemment, pour nous, c'est la prévention. Et la prévention, elle passe par une législation beaucoup moins permissive au niveau des États, c'est-à-dire se rapprocher le plus vite possible dans les textes déjà des valeurs recommandées par l'OMS. Et puis, le plan d'action qui va avec, c'est comment est-ce que les territoires doivent travailler pour diminuer, pour faire descendre le niveau de pollution actuel vers ces niveaux déjà beaucoup moins à risque.
Pour évaluer tout ça, je reviens à ce qu'a dit M. Lamure, qui est très important sur l'évaluation, c'est que la pollution, c'est multifactoriel. Donc, ce n'est pas en tirant sur une ficelle, même qu'on pense que ça va avoir beaucoup d'effets, finalement, c'est peut-être pas sur celle-là, c'est sur plusieurs. Donc, quand on se lance dans de la prévention, il faut déjà avoir prévu les métriques, les systèmes de mesure pour très vite, la durée d'un projet, mais pour rapidement voir l'efficacité ou la non-efficacité des mesures de prévention qu'on va prendre. Sinon, si on se dit rendez-vous dans 10 ans pour voir si vous toussez encore, on n'a pas gagné le truc. Merci. Juste une précision très rapide. Je me rappelais que du coup, c'est vrai qu'on dépend beaucoup aussi des normes qui sont fixées au niveau européen. Et il faut se rappeler que du coup, les normes européennes actuelles sont vraiment très peu exigeantes, très peu ambitieuses. Et donc, par exemple, on pense souvent aux États-Unis comme un endroit très pollué, mais aux États-Unis et au Canada, ils ont des normes réglementaires qui sont quasiment au niveau de celles de l'OMS. Alors que nous, on est au double de celles de l'OMS. Donc il y a aussi quelque chose qui se joue là-dessus à fixer des seuils. Voilà. Aujourd'hui, on est pénalisé alors qu'on ne respecte pas les seuils européens qui sont eux-mêmes largement au-dessus des seuils de l'OMS. Donc en abaissant ces seuils-là, déjà, ça permettrait de jouer sur le niveau de pollution. Merci. Oui, tout à fait. Et je voulais simplement rebondir sur ces échanges pour dire que c'est vrai que cette question soulève en fait le coût de réparation versus, j'ai envie de dire, le coût de l'action, la prévention, de l'ambition peut-être aussi. Voilà, c'est important et il faudrait mettre en parallèle donc, le gain, comme l'a dit M. Françon notamment, hein, que pourrait avoir sur la qualité de l'air et donc sur l'exposition. Tout ceci mis effectivement en balance avec tous les autres facteurs environnementaux et les facteurs de vie qui influencent énormément notre santé également. Donc les mettre en contrebalance de ce coût de la réparation qui est, comme on le voit au travers des différents chiffres qui peuvent être évoqués, qui sont variés en fonction des études, mais finalement, peu importe la différence entre ces chiffres, ils sont tous colossaux. Donc voilà, est-ce que le coût de l'action serait tout autant élevé ? Et par rapport à ça, donc, je soulève aussi l'importance vraiment d'avoir un diagnostic fin sur tous les facteurs environnementaux. Ça, c'est nécessaire. On a parlé des nuisances sonores tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un facteur qui est très important. Et d'ailleurs, il existe une plateforme qui s'appelle la plateforme ORAN, qui croise justement ces nuisances sonores aux nuisances liées à la pollution atmosphérique, donc, et qu'on a travaillé, auquel on a contribué. Et donc qui met bien en évidence qu'il y a des secteurs et des surfaces importantes qui sont impactées au double facteur. Donc un diagnostic fin qui permet d'identifier les problématiques, les points sensibles, les enjeux par territoire, suivi d'un accompagnement, d'une évaluation prospective, et ça on l'a déjà évoqué également, du gain que pourraient apporter différentes actions. Et également, ça a été soulevé à l'instant, les indicateurs qui sont très importants aussi pour évoluer, pour avancer, pour s'améliorer grâce au retour d'expérience, savoir si ça fonctionne vraiment, si ça ne fonctionne pas, etc. Ouais. On passera ensuite à la seconde problématique. Un mot à propos de politique de prévention. On a évoqué un peu des règles, des normes, des lois. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus les aspects socioculturels des populations. Et que si on veut vraiment faire de la prévention de manière efficace, il faut intégrer ces aspects socioculturels. Je donne l'exemple de ce qu'on a fait au Burkina Faso. L'État avait mis en place des stratégies de prévention. Ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas du tout tenu compte de la façon de vivre des populations africaines du subsaharien. Alors qu'ils sont eux-mêmes du pays. Hein. Ils ont fait un travail de technocrate et ça n'a pas marché. Par exemple, ils ont donné gratuitement des bonbonnes de gaz, puisqu'ils cuisinent tout au feu de bois là-bas. Ils ont donné gratuitement des bonbonnes de gaz et ben, il n'y a personne à utiliser le gaz. Ils ont continué, alors à tort, probablement à tort, mais c'est dans leur culture. Donc, il faut repartir. Ce que je veux dire, c'est que le truc qui vient d'en haut et qui descend sur la population, ça ne marche pas. Il faut repartir de la population et remonter et faire l'aller-retour. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Si on veut on peut espérer avoir une action qui fonctionnera un peu, quoi.
deux points simplement sur cette problématique. Moi, je pense qu'en effet, il y a une question culturelle, mais je ne la prends pas dans le même sens. Il me semble qu'en France, on est connu pour plutôt avoir une médecine curative qu'une médecine préventive. Il me semble qu'on est quand même encore beaucoup dans cette logique-là. En effet, on a beaucoup de progrès à faire, même si, certes, des progrès sont faits, mais en matière d'approche, et avec ce bon vieux slogan « mieux vaut prévenir que guérir », mais derrière, il y a une approche culturelle, mais il y a une approche économique aussi. Il est peut-être plus intéressant aussi de guérir que de prévenir. Voilà. Et ça pose un problème fondamental politique. Voilà. L'autre, je voulais rebondir sur le coût de réparation, parce que c'est là-dessus dont je voulais parler. Il est évident que le coût de réparation est extrêmement élevé, le prix, hein, mais aussi le coût humain, le coût écologique en matière de biodiversité, et il est sans doute bien plus élevé que le coût d'action. Le seul problème, c'est que le coût de réparation, on peut se dire, on le laisse aux générations futures. Voilà. Et nous, le coût d'action, il est trop important là aujourd'hui, et donc le coût de réparation, eh bien, c'est les autres qui l'assumeront. Je trouve qu'il y a, et c'est le problème hein, d'une absence de politique qui voit sur le long terme, qui va accepter éventuellement d'être contraignant à court terme, éventuellement de se faire critiquer pour ses décisions politiques à court terme, mais n'empêche qu'il ne reportera pas sur la suite le coût. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a cette tendance à repousser à demain. Et en plus, la pollution a ça de problématique, c'est qu'elle est invisible. Hein, c'est-à-dire que les particules, on ne les voit pas. Que, bon, alors, vous les rendez, tant mieux, de plus en plus visibles par toute cette information. Mais donc, les pouvoirs publics peuvent repousser d'autant plus que cette question n'est pas vraiment visible. Merci beaucoup. Donc, passons maintenant assez rapidement à la deuxième problématique pour pouvoir laisser la parole au public avant la fin de la conférence quand même. Donc, celle-ci s'axe plus sur les initiatives citoyennes. Donc, finalement, quelles sont les mesures collectives et individuelles qu'on pourrait mettre en place pour limiter l'impact de la pollution sur la santé? Et puis, quels en sont les freins aussi? Donc, assez rapidement, si possible. Oui, allez-y. Alors ça, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à Auvergne-Rhône-Alpes parce qu'on a travaillé d'ailleurs avec des chercheurs sur le sujet pour savoir comment un citoyen... alors on voit aujourd'hui que la préoccupation vis-à-vis de la qualité de l'air se fait de plus en plus prégnante et fort heureusement parce que, comme cela a été rappelé, c'est quelque chose d'invisible, etc. On ne s'en rend pas compte. Par contre, on respire quand même 15 000 litres d'air par jour à peu près. Donc c'est quand même un facteur d'exposition non négligeable. Mais voilà, c'est impalpable, c'est invisible, on ne s'en rend pas compte, c'est naturel, etc. Donc on s'est dit, quel serait le levier pour augmenter cette prise de conscience déjà, même si elle s'améliore, et également faire en sorte que les citoyens s'impliquent à leur niveau et ne pensent pas non plus que les décisions doivent se faire à d'autres échelles, mais qu'ils ont bien une part notamment sur leur exposition, puisqu'ils peuvent aussi réduire eux-mêmes l'exposition aux polluants atmosphériques en choisissant un certain mode de transport plutôt qu'un autre, une exposition, un parcours, etc. Donc on propose en tout cas la mise à disposition, on va dire, on utilise un petit peu l'innovation pour pouvoir proposer aux citoyens des capteurs miniaturisés. On en a parlé rapidement tout à l'heure, puisque, comme l'a rappelé M. Françon, un analyseur homologué de surveillance de la qualité de l'air, eh bien, ça ne se déplace pas comme ça. C'est extrêmement onéreux pour certains. Pour certains polluants émergents, ça va jusqu'à 300 000 €. Ça vous donne un ordre d'idée. Donc, impossible que la mesure soit réalisée par les citoyens dans ce cadre-là. Par contre, il existe aujourd'hui une offre de plus en plus développée de ce qu'on appelle des microcapteurs. Donc on s'est dit, on va pouvoir utiliser ces microcapteurs pour les transmettre à des citoyens sur une certaine période et qu'ils fassent eux-mêmes la mesure, qu'ils s'approprient la mesure, puisqu'en plus, à tous ces facteurs viennent aussi le fait que les gens ont de plus en plus de défiance par rapport à l'information qu'on leur transmet. Ce n'est pas eux-mêmes qui le vérifient, souvent ils la remettent en doute, peu importe l'organisme duquel l'information parvient. Donc voilà, on propose
aujourd'hui un certain nombre de microcapteurs. On s'associe avec des partenariats et le monde de la recherche notamment pour faire des expérimentations dans ce domaine. Le seul bémol, je dirais, technique, c'est que ces microcapteurs, cette miniaturisation de la mesure a par contre parfois beaucoup de biais. En tout cas, il faut l'encadrer. Il faut notamment faire vraiment ce qu'on appelle, nous, des vérifications auprès des analyseurs homologués avant de le transmettre aux citoyens. Parce qu'évidemment, il faut s'assurer que la mesure est juste avant que la personne ne l'utilise, sous peine d'avoir un phénomène d'anxiété aussi, par exemple. Donc voilà. Donc nous, on est très favorable à l'utilisation de ces nouvelles technologies dans ce cadre-là. Par contre, ça doit être encadré. Et on rappelle justement aux personnes qui souhaiteraient les utiliser, ces microcapteurs, parce qu'il y en a sur le marché qui valent 10 €, 15 €, 300 €, qu'il faut faire attention quand même, il faut être vigilant. Ces capteurs-là, il n'y a pas de réglementation vis-à-vis de ces mesures. Donc on peut avoir des mesures qui sont totalement fausses. Merci beaucoup. Alors, je propose qu'on passe tout de suite la parole au public, si ça vous convient. Comme ça, vous pourrez sans doute développer vos réponses en fonction de leurs questions. Merci beaucoup. Merci. Oui, en fait, je suis un peu surpris parce que finalement, on a très peu parlé de la voiture en ville, de la place de la voiture en ville. Donc, c'est un peu comme être devant une scène de crime et surtout ne pas parler du coupable. Je parle bien de la voiture individuelle. Donc, si vous avez envie d'en parler, je vous invite à le faire. J'avais deux petites questions. La première, c'est sur les données de M. Coudon. Donc, je ne suis pas scientifique, mais c'est vrai que vos données, elles relativisaient un petit peu l'incidence du cancer dû à la pollution de l'air par rapport au tabac. Mais du coup, je voulais savoir si les données que vous nous avez présentées, c'était pour la France entière ou si c'était pour la ville de Lyon, parce qu'évidemment, les taux de polluants ne sont pas du tout égaux. Et l'autre chose, c'est puisqu'on est à l'ère de la responsabilité individuelle, pensez-vous à des moyens de valoriser les comportements vertueux comme utiliser ses jambes et prendre sa bicyclette, voire de pénaliser les comportements négatifs, même si ça c'est assez tabou, sans rentrer dans un système de notation à la chinoise. Merci. Donc je vais peut-être commencer. Pour la deuxième question, donc, le chiffre de cancer que j'ai donné, c'était donc sur la France. Par contre, voilà, il n'y a absolument pas photo entre les facteurs de risque que sont l'alcool, le tabac, le manque d'activité physique, le surpoids, l'obésité par rapport à d'autres facteurs. Donc ça, de toute manière, il y a un trop gros écart en termes d'ordre de grandeur. Maintenant, c'est vrai que cette présentation est axée sur le cancer. Il y a énormément de pathologies qu'on relie à la pollution de l'air, et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu une dichotomie entre la tendance en fait des pollutions qui sont à la baisse et pourtant l'inquiétude qui augmente. C'est que plus on avance, plus on se rend compte qu'on peut lier des pathologies à l'exposition à la pollution de l'air. Donc par rapport à ce que vous disiez sur la place de la voiture en ville, ça va permettre, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la baisse des émissions industrielles, un des contributeurs majeurs des émissions et des concentrations, c'est le trafic, avec le chauffage individuel. Donc diminuer ces émissions, ça ferait forcément diminuer les concentrations en ville. Je sais qu'en Angleterre, en Hollande, en Belgique, ils ont mis en place des zones à faible émission, donc soit interdit aux voitures, soit uniquement les voitures électriques, soit uniquement les voitures très récentes avec des filtres de bonne qualité. Je pense que ça fait son chemin en France. Faut le plus possible valoriser les modes doux. Je pense que ça aussi, ça fait son chemin. Donc, typiquement à Lyon, en quelques années, il y a de plus en plus de voies vélo qui sont créées, même si on est vachement en retard par rapport à d'autres pays. Et oui, alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais alors nous, on peut largement compléter concernant ces données. C'est vrai que la présentation qui a été faite en introduction, c'est très court, c'est un petit teasing par rapport aux questions que vous pouvez poser.
l'ensemble des données relatives à la part du trafic, notamment sur les émissions de polluants atmosphériques, jusqu'à l'échelle de la métropole de Lyon, est disponible sur notre site internet et il représente à peu près 60% des émissions d'oxyde d'azote. Les oxydes d'azote, et notamment le dioxyde d'azote, ce sont des polluants qu'on qualifie de traceurs de la pollution automobile, clairement. Ce sont des polluants qui, en règle générale, sont assez peu dispersifs parce que très réactifs, donc ils diminuent assez rapidement quand on s'éloigne des axes routiers. Néanmoins, évidemment, aux abords directs d'un axe, on est exposé à des concentrations supérieures en dioxyde d'azote. Ça a été évoqué au travers des stations trafic, dont on a parlé tout à l'heure, qui enregistrent justement des dépassements des valeurs réglementaires liées à ce polluant, parce que justement aussi, elles sont au droit de la source principale d'émissions de ce polluant. Donc à peu près 60%, avec une grosse majorité du diesel. Pour ce qui est des particules, particules PM10, donc les plus grosses, et les PM2,5 plus fines, c'est de l'ordre de 30%. Il ne faut pas oublier, par exemple, que pour les particules, l'un des secteurs d'émissions assez importants, c'est le résidentiel tertiaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout ce qui est mode de chauffage. Particulièrement, après, la métropole de Lyon est plus ou moins concernée en fonction des secteurs, mais particulièrement tout ce qui est chauffage au bois peu performant. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a des fonds d'aide au renouvellement des appareils de chauffage au bois peu performants, par exemple. Comme il y a eu des primes de reconversion, etc. Et comme il y a une zone de faible émission qui, par ailleurs, a été mise en place au 1er janvier 2020. Voilà pour les proportions, on va dire, d'émissions par rapport au secteur d'émissions pour chacun des polluants. Par rapport aux pénalités sur les comportements, les retours d'expérience qu'on a montrent qu'effectivement, s'il n'y a pas souvent, ce n'est pas une généralité à 100%, mais souvent, s'il n'y a pas de pénalisation derrière, les mesures mises en place sont de moins en moins respectées avec le temps. Si vous prenez par exemple une vitesse réglementée, s'il n'y a pas de répression, de radar, de contrôle, d'amende, etc., si les habitués le savent et se confortent dans l'idée que de toute façon, il n'y aura pas de répression, ils n'auront pas d'amende s'ils ne respectent pas, eh bien, ils le font de moins en moins. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et aux actions, c'est vrai qu'il faut des indicateurs et aussi des moyens de contrôle de toutes ces actions pour qu'elles soient mises en œuvre réellement et qu'elles aient un réel bénéfice sur la qualité de l'air. Merci, Madame Perrin-Gilbert, et puis on prendra ensuite une autre question. Oui, c'est vrai que la politique vis-à-vis de la circulation automobile est largement insuffisante. Je voulais rebondir sur la question de la proximité des axes routiers. Là, on est vraiment dans la notion d'injustice socio-environnementale dont vous parliez tout à l'heure, parce que quand vous êtes sur le boulevard périphérique, par exemple, que vous regardez les habitations qui sont non loin du boulevard, là, vous voyez bien de quel habitat on parle et de quelle population on parle. Donc, c'est vrai qu'il y a cette question à laquelle je suis aussi très sensible d'injustice cumulée, sociale et environnementale. Aujourd'hui, il y a un manque de courage par rapport à la voiture. Et pour moi, et je suis mère du premier, mais la piétonisation de la presqu'île n'est qu'un gadget par rapport à tout ce qu'il faudrait faire en fait sur l'ensemble de la métropole et de la ville. Et pourquoi plus d'ailleurs la presqu'île que d'autres? Est-ce que les habitants de la presqu'île et surtout les touristes ont droit à un air plus pur que ceux qui vivent dans d'autres quartiers de la ville? Donc ça aussi, cette sectorisation-là me gêne un petit peu. Alors, par exemple, dans les propositions que nous avons déjà faites, c'est évidemment que pendant les pics de pollution, les transports en commun devraient être gratuits. Là, on est sur une proposition incitative. À quelques pas d'ici, Grenoble était aussi dans le même pic de pollution que nous et les transports en commun étaient gratuits. Une mise en place de la circulation non pas différenciée mais alternée, qui a bien plus d'effet sur les comportements. Ça implique également des moyens de contrôle, parce que ça aussi, on va prendre des mesures, mais on ne prend pas les moyens, on ne donne pas les moyens pour contrôler le respect de ces mesures, et je suis complètement d'accord avec vous, madame. Et puis, on a fait une ZFE, donc une zone à faible émission sur la métropole, mais qui n'est pas une vraie ZFE. C'est-à-dire qu'elle est très peu restrictive, elle ne concerne pas les voitures particulières, enfin des particuliers. Et donc, quand on voit la liste des dérogations actuelles,
En gros, il y a une liste de dérogations qui accompagne la ZFE et finalement, elle a quasiment aucun effet. Voilà. Donc oui, il y a un manque de courage par rapport à la limitation de la voiture en ville. Et il faut à la fois avoir des mesures restrictives de contrôle et des mesures incitatives. Ça passe par les transports en commun gratuits, ça passe par un plan vélo, ça passe par des cheminements piétons également. Il va falloir tenir les deux bouts. Alors c'est vrai que ça aura un coût, mais je pense qu'on peut faire abandonner certains choix, certains grands projets inutiles, par exemple, et puis mettre le coût là où c'est nécessaire, parce que moi, je suis une partisane de la gratuité sur un certain nombre de sujets, les biens communs, par exemple, et les partisans de la gratuité disent, oui, la gratuité a un coût, mais sur certains aspects, elle n'a pas de prix. Et la santé, par exemple, une politique de santé, oui, ça a un coût, mais la santé, ça n'a pas de prix. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter d'avoir l'œil rivé sur, par exemple, la note que va nous donner Standard & Poor's pour nous mettre une bonne note à notre budget. Et nous, on défend, par exemple, un indice de municipal ou métropolitain de développement écologique et humain. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce qui fait sens et comment on mesure des politiques publiques? Est-ce que c'est seulement par la rentabilité ou par uniquement des critères financiers? Ou est-ce qu'on fait rentrer des critères écologiques, des critères humains, y compris donc des critères de santé? Voilà, mais... Merci beaucoup. On prend une question... Merci. J'ai une petite question. Il y a 2 micros. Je reviens sur les propos de M. Lamure, justement, sur l'acceptabilité justement des mesures qui peuvent être mises en place, notamment d'un point de vue sociétal. Et j'ai souvenir, peut-être que mes souvenirs sont un peu erronés, mais quand il y avait toute l'histoire, il y a eu un débat à une époque sur le péage urbain à Lyon, sur des mesures assez contraignantes sur le fait de faire venir, de pouvoir limiter au maximum les voitures en centre-ville, un peu sur l'instar de ce qui s'est fait à Londres. Et en fait, tout ce qui avait été, ça avait un fort impact sur des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens de se conformer à certains standards, notamment un véhicule neuf, etc. Parce qu'on a des gens qui sont exclus de la ville de Lyon du fait du coup d'un coût locatif ou d'achat qui est très important, qui sont exclus de la ville de Lyon pour pouvoir se loger convenablement, et sont malheureusement obligés de venir dans les centres urbains pour venir travailler parce qu'on a de plus en plus éloigné les lieux d'habitation et les lieux de travail. Et sauf que c'est des populations qui n'ont pas forcément les moyens, même avec les incitations financières, de se conformer à ces standards-là. Donc en fait, c'est la double peine. Donc on se retrouve avec des situations où un SUV peut rentrer avec un critère 1 sans aucun problème dans la ville de Lyon. Par contre, l'étudiant qui n'a pas de budget et qui a une R4 qui fume, mais qui n'a pas d'autres moyens et qui n'a pas forcément une accessibilité au transport en commun, se trouve confronté à cette double peine. Donc les enjeux écologiques sont très importants et on arrive à un stade où il y a une vraie obligation d'agir, mais ce point est très important, comme l'a souligné M. Lamure, sur l'acceptabilité socio-économique de ces situations-là. Et on l'a vu à l'époque des réflexions sur le péage urbain, on l'a vu sur la réflexion sur l'adolescence, et comment on arrive à concilier en fait ces deux mondes. Monsieur Françon, peut-être? Oui, pour compléter ce que vous venez de dire, il ne faut jamais oublier que le premier frein à l'adoption de pratiques plus vertueuses par les habitants, même si les communautés de communes mettent un très beau réseau de transport en commun en place, le premier frein, c'est la précarité. Juste un classement. Les sociologues, depuis quelques années, ont déterminé que dans les situations de précarité, la première priorité, c'était d'avoir un toit. La deuxième, c'est d'avoir de quoi manger. Et la troisième, c'est d'envoyer ses enfants à l'école habillés comme leurs petits copains, parce que les pauvres ont honte d'être pauvres. Et l'environnement et la santé ne viennent que derrière. Or là, on est sur des sujets qui touchent l'environnement et la santé. Si on veut les faire remonter dans les priorités des habitants, il faut travailler aussi sur ces questions de précarité par de l'accompagnement, par exemple. Oui, je peux compléter et abonder dans le sens de monsieur. Avec notre expérience au Burkina Faso,
Je vais dire les choses de manière très brutale. Les problèmes de pollution, ce sont des problèmes de riches. J'aime autant vous dire que le Burkinabé de base, il commence par se préoccuper de manger, d'avoir un toit et de faire vivre sa famille. Quand on lui parle de pollution de l'air pour la première fois, il ouvre un peu des yeux ronds. On lui dit « Mais vous vous rendez compte, madame, vous cuisinez au feu de bois avec le bébé qui est attaché dans votre dos. » Donc tout petit, il ramasse plein pot dans les poumons de la poussière, des effluents de bois. D'abord, elle ne comprend pas parce qu'elle dit « Mais on fait ça depuis des générations. » Et puis elle dit « Mais qu'est-ce que je fais avec? Comment je fais? Qu'est-ce que vous me proposez que j'ai les moyens de faire ?» Donc, effectivement, les problèmes les problèmes d'acceptabilité sociale sont au cœur du dispositif. Et ça, c'est vraiment le problème du décideur, je pense, par contre. C'est à lui de savoir et d'avoir toutes les informations et de s'entourer de toutes les informations pour dire on me préconise, on me propose telle et telle mesure pour lutter contre la pollution. Je connais ma population, il est censé la connaître, et ben j'en évacue 3 et je garde celle-ci. Parce que les 3 autres, elles sont peut-être plus efficaces, mais elles ne passeront jamais. L'aide à la décision, ce n'est pas complètement une science. C'est un pont entre les sciences et le comportement humain. Et on ne peut pas gommer l'équation du comportement humain, même si on ne la met pas en équation. On ne met pas en équation, d'ailleurs, le comportement humain. Donc, effectivement, c'est très important. Je voulais juste revenir sur l'idée de péage urbain. En effet, ils l'ont mis en place à Londres. Je pense qu'ils ont eu moins de scrupules que nous à le mettre en place, c'est clair. Une des solutions évidentes, c'est mettre plus de moyens dans les transports en commun. Je vais parler de mon expérience personnelle. Avant de vivre à Lyon et d'être à Lyonnais, je faisais les allers-retours entre la fac et la ville de Givors. Je prenais le train, c'est génial, ça met 20 minutes pour aller dans le centre-ville. Mais au final, ça marche tellement bien que c'est totalement dépassé. Les parkings sont pleins dès 7h du matin, on est garé au bord de la route. Les wagons, il n'y en a pas assez, les gens sont complètement collés. Donc cette ligne finalement marche bien, elle marche même trop bien. Donc c'est l'illustration même qu'il faut continuer, mettre plus de trains, un train tous les quarts d'heure s'il faut. Et ça marche quand c'est bien organisé comme ça. Ça peut marcher. Merci beaucoup. On va prendre une autre question. Moi, je me demandais si vous pensez que la ville, ça doit devenir uniquement un lieu de vie, avec un cadre de vie agréable, ou s'il faut conserver la fonction de production, de matières premières, de biens et tout, et se dire que, du coup, en gros, c'est ceux qui consomment qui sont responsables, et du coup, ils vivent dans un environnement pollué. Et par exemple, on peut penser au cas de Strasbourg, où ils ont fait un contournement urbain pour éviter la pollution, et du coup, des gens qui n'ont pas forcément demandé grand-chose se retrouvent pollués, mais ils sont moins nombreux que ceux qui vivaient dans la ville. Et du coup, je ne sais pas comment vous voyez ça. Alors c'est justement toute la complexité, et je pense que ça rejoint aux différentes interrogations. On a évoqué la gentrification qui impacte, donc c'est le fait de devoir habiter quelque part de plus en plus loin des centres d'activité, et ce qui rallonge les parcours et ce qui émet par conséquent plus de polluants atmosphériques. C'est toutes les questions qui doivent être traitées dans le cadre de l'urbanisation, des plans locaux d'urbanisme, des plans de déplacement urbain, etc. C'est essayer d'allier une certaine mixité, conserver quand même une mixité d'activités dans des pôles urbains, puisque que des zones d'activité et des zones de domicile, eh bien c'est pareil, ça génère aussi plus de déplacements, ça appauvrit aussi les relations sociales. Il faut tout voir en même temps, le côté social, économique, environnemental, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises. Donc la question n'est pas simple, et la question des reports de pollution est très importante, et vous l'évoquez avec le contournement de Strasbourg. Parfois, certains reports, en fait tous les reports, on va dire, doivent s'évaluer. C'est-à-dire que si un report a un impact plus faible sur l'exposition des populations, alors pourquoi pas, il peut être bénéfique. Si au contraire, par contre, des personnes devaient venir être exposées à un transfert de pollution, effectivement, là, l'impact serait plutôt négatif du projet.
Tout ceci s'évalue avec des évaluations circonstanciées et prospectives pour évaluer l'impact d'un projet sur l'environnement et donc l'exposition des populations aux nuisances. Juste rapidement, je pense en effet que le report est une mesure aussi très injuste et que ce soit le report finalement à une échelle assez restreinte ou alors sur d'autres pays, hein, et ça se pose aussi, ces questions-là, dans nos choix de consommation aujourd'hui et même dans des choix qui nous paraissent vertueux, combien ça vient soit appauvrir, soit polluer d'autres pays. Bon, vous voyez de quoi, enfin, c'est pas la peine de s'étendre. Moi, je pense que il faut arrêter de vouloir mettre des pansons verts ou roses ou je ne sais quelle couleur sur un modèle qui de toute façon nous conduit à un désastre et en tout cas dans le mur. Moi je ne suis pas pour reporter le problème et ses conséquences, mais il faut à mon sens transformer notre modèle de développement. Voilà. Je fais partie des élus, des rares élus, j'aurais aimé qu'on soit plus nombreux et nombreuses qui ont voté contre le plan local d'urbanisme qui a été voté par la métropole le 13 mai 2019. Si vous voulez aller voir les débats, c'est assez instructif. Pourquoi ? Parce que ce plan de développement urbain nous projette à 15-20 ans et il classe l'attractivité toujours comme premier objectif, le développement économique, mais de quel développement économique parle-t-on aussi en deuxième ? En troisième priorité, seulement l'écologie. Et en quatrième et en dernière priorité, la cohésion sociale. Donc, tant qu'on se projette avec des documents, c'est des documents politiques et urbains, je veux dire, ça ne sert à rien. Enfin, il faut transformer notre projet politique pour la ville, pour la métropole, sinon on courra toujours après le problème. J'ai l'impression qu'on est un peu fou. On cherche à compenser ou à reporter un problème qu'on continue de créer nous-mêmes. Donc moi, je suis partisane de traiter le problème à la source plutôt que de toujours essayer de compenser, de cadrer, de reporter. Voilà. Et je suis tout à fait d'accord. Alors, je vais apporter une précision parce qu'effectivement, le report, évidemment, n'est pas à choisir. C'est pas un choix. Il faut pas. Par contre, il faut appliquer la démarche qu'on appelle la démarche éviter, réduire, compenser. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut éviter les émissions de polluants atmosphériques. Et c'est là le premier enjeu. C'est seulement si on arrive à épuisement des actions possibles en termes d'évitement sur différents projets qu'on passe à la réduction. Et c'est cela que j'entendais tout à l'heure sur la réduction de l'exposition. Et enfin, troisième volet, qui n'est pas le meilleur, hein, mais c'est la compensation. Vous avez certainement entendu pour les gaz à effet de serre ou le bilan carbone que certains projets replanter des forêts, des arbres, etc., c'est des façons de compenser leur impact sur un lieu ou un facteur environnemental. Mais il faut bien appliquer sa démarche en premier lieu, éviter, deuxième lieu, réduire et enfin compenser. Merci, bonsoir. Je voulais réagir par rapport au microcontrôleur. En fait, qu'est-ce que j'ai dit Capteur, oui, pardon. En fait, moi, je fais pas mal de vélo ici à Lyon et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas accrocher un capteur sur mon vélo pour pouvoir mesurer la pollution ? Et du coup, je l'ai fait moi-même, en fait. Je l'ai construit, j'ai acheté les différents composants, la batterie, les machins, tout ça. Je l'ai fait moi-même et je me balade en ville et puis je mesure la pollution. Et je trouvais ça chouette. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je pourrais pas profiter de mon expérience à d'autres personnes et du coup j'ai monté ma plateforme qui s'appelle AirCarto. Vous pouvez voir, je fais un site internet, je suis sur Twitter aussi et l'idée c'est, oui pardon je fais ma petite pub mais j'ai un statut associatif donc ça reste dans la démarche de quelles sont les initiatives qu'on peut faire en tant que citoyen et l'idée c'est vraiment de pouvoir aller mesurer la pollution soi-même donc et du coup, j'organise des ateliers. Je vais organiser sûrement un atelier dans 1 ou 2 mois où vous pouvez venir et puis je vous explique comment on le fait. Vous le faites avec vos connaissances et vos moyens et tout ça dans un Fab Lab pour aborder toutes ces technologies. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est un projet tout neuf et associatif, participant, militant aussi et tout à fait open source. Et voilà. Merci. Ça s'appelle du placement de produits.
Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier tous pour votre présence ce soir. C'est un grand privilège pour mes collègues et pour moi de vous accueillir à cet événement. Je voudrais remercier tout particulièrement les intervenants pour la qualité de leur exposé, ainsi que les professeurs du Masteris et le public pour leur intervention. Pour conclure, on peut dire que la pollution atmosphérique a un impact important sur la santé. Le nombre de décès prématurés n'est pas négligeable, car c'est l'ensemble de la population urbaine qui est exposée, mais qu'on constate des inégalités selon la localisation et la classe sociale des personnes. Celles des périphériques sont plus exposées, les périphériques et les usines. Il ne faut pas oublier que les soins et les hospitalisations liées à ces infections ont un coût. Cependant, chacun peut contribuer à réduire la pollution de l'air par des gestes simples. Je vous remercie et bonne soirée à vous tous. Merci.